à tout le monde et rebonjour pour ceux qui ont pu m'apercevoir sur la présentation de la console Terynx et de le mot ne vient plus, de la sphère Kinesis. Je m'appelle Hervé Nutzenberg, je suis étudiant à MSI à 18, pardon, excusez-moi, au CESI à Nanterre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma thèse sur les limites de l'identité dans un système d'information, au point de vue technique et au point de vue éthique. Ma présentation se déroulera en 3 grandes parties. Tout d'abord, on va essayer de vulgariser, de comprendre un petit peu mieux ce que c'est qu'une identité numérique. Ensuite, on va voir comment les identités sont traitées dans les SI, quels sont les enjeux et les différentes problématiques. Et enfin, quelles sont les limites juridiques et éthiques. Par ce dernier point, on va également aborder le futur, voir un petit peu comment l'identité est traitée et comment elle risque d'être décriée dans les prochaines années. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une identité numérique? On pourrait se poser moult questions ou tout simplement avoir entendu des choses qui ne sont peut-être pas forcément vraies. Pour bien comprendre ce que c'est l'identité numérique, c'est l'ensemble de preuves qui attestent que vous accédez à quelque chose sur un réseau. Dans le principe, du coup, vous avez besoin d'aller chercher quelque chose, donc une ressource sur Internet. Vous rentrez ce qui fait que l'organisme vous attestant l'accès à la ressource peut prouver que c'est vous. Un exemple type, absolument courant, c'est une paire identifiant mot de passe. Ça crée une identité. Il y a un nom sur lequel vous êtes reconnu dans le système d'information et un mot de passe secret qui vous permettra l'accès à cette ressource. Il faut savoir que c'est assez vieux et que même si c'est encore assez courant, cette façon d'accéder à des ressources sur Internet trouve quand même ses limites. Les usurpations et les fraudes sont assez courantes. Les mots de passe faibles et ou redondants ne sont que beaucoup trop monnaie courante. On a tous une tante, un oncle, père ou mère qui a absolument le même mot de passe partout. Ça, c'est à proscrire, vraiment, c'est la pire chose à faire. Parce qu'une fois que l'usurpation est faite, la personne ou l'organisme vous attaquant essaie d'accéder à vos autres ressources sur d'autres plateformes. Tout simplement, si vous avez le même mot de passe partout, pas la peine de plus développer pour savoir ce qui se passe. Mais donc, du coup, ces problèmes qui sont de plus en plus monnaie courante aujourd'hui amènent d'autres solutions pour renforcer l'identité. Il y a plusieurs moyens, en restant toujours sur le même principe de l'identification et le mot de passe, pour pouvoir accéder à une ressource. La première que je vous décris ici, l'authentification forte, est une authentification à au moins 2 facteurs. Par facteur, du coup, c'est une validation par rapport à un autre périphérique, quel qu'il soit en fait. Comme marqué dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez recevoir une notification dite push, c'est-à-dire que si jamais vous avez votre smartphone ou tout simplement un autre ordinateur qui est connecté et en phase avec l'organisme certifiant votre identité, du coup, vous aurez besoin de 2 validations, au moins, pour une authentification forte, pour pouvoir accéder à la ressource derrière. C'est minimum 2, ça peut être plus, en général c'est 2. Il faut quand même que le côté pratique ressorte d'une authentification forte, excusez-moi. Le principal intérêt, c'est que l'identité soit plus protégée, mais qu'elle n'en soit pas pour autant moins pratique à utiliser. Si jamais vous protégez l'identité de vos salariés ou des gens dans votre SI avec un tas de protocoles et un tas d'authentifications,
Ça fera perdre du temps et donc de la productivité si jamais pour tel ou tel service, le fait d'utiliser du single sign-on, c'est-à-dire du coup une authentification pour plusieurs services, euh, le fait que comment dire, le fait que ce soit ralenti par différentes pratiques et ou authentifications n'est pas optimal et c'est pas ce qu'on cherche. Dans les autres, dans les autres solutions, dans l'une des nombreuses autres solutions, il y a les mots de passe temporaires. Les mots de passe temporaires peuvent se décrire de plusieurs manières. Personnellement, moi, dans mon travail, j'utilise un mot de passe temporaire construit de telle sorte à ce que il y ait une partie du mot de passe qui soit invariable, du coup que nous choisissons, et que le reste du mot de passe soit complètement variable et ait un temps de vie. Tout simplement que comment dire, une personne qui n'est pas qui est tout simplement le mot de passe fixe et l'identifiant ne puisse pas accéder à la ressource. Il faut obligatoirement avoir la main sur les deux protocoles pour pouvoir entrer. Un exemple d'authentification à double facteur bien connu, c'est le message. Pour un achat sur Internet ou pour accéder à telle ou telle chose, vous pouvez pouvoir valider votre achat et là, en plus, rentrer dans le point de vue d'un SI. Mais du coup, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de comment le simple protocole standard identification mot de passe peut être renforcé pour accéder à un système d'information. Maintenant, les enjeux dans les systèmes d'information sont un petit peu différents de ce qu'on peut trouver sur Internet. En général, un système d'information d'entreprise est plus étendu que le simple point de vue de moi, je veux accéder à telle ressource sur Internet. Donc, il y a plusieurs ressources, il y a énormément de personnes qui peuvent y accéder, donc du coup, différents référentiels. Il peut y avoir plusieurs sites avec plusieurs personnes dans d'autres pays. Donc, les solutions de gestion d'identité, ce qu'on appelle gestion d'identité, autrement appelé IAM, Identity and Access Management, ces solutions se doivent doter de caractéristiques qui doivent rendre pratique, mais pas moins sécurisée, l'identité dans un SI. Par exemple, vous pouvez voir sur la slide qu'il y a devant vous, l'identité en temps réel. Qu'est-ce que ça pourrait être? L'identité en temps réel, c'est tout simplement suivre telle ou telle personne à travers le temps et de façon réelle pour éviter les failles. Un exemple qui sera peut-être plus parlant, si une personne ayant certains accès dans un réseau d'entreprise change de poste ou change de site et est licenciée, il faut qu'à telle date et telle heure, son compte n'ait plus accès aux ressources et aux moyens, je dirais, qu'elle avait sur son poste et sur son site d'avant pour éviter toute fraude. C'est-à-dire que ça laisserait une porte ouverte dans le système d'information si jamais Jean Dupont partait un jeudi à 10h, mais que son compte soit désactivé une semaine après. Ça laisserait une porte ouverte vers l'entreprise. Exactement pareil pour la hiérarchisation, ça peut paraître bête à dire comme ça, mais il faut que chaque rôle d'identité dans un SI soit hiérarchisé. Telle affectation donne droit à telle chose, et ainsi de suite. Tant que tout n'est pas hiérarchisé, vous pouvez quand même avoir certains conflits. Certains conflits que ces solutions de gestion d'identité justement peuvent éviter. Et enfin, la cartographie. Alors, quand je parle de cartographie, c'est surtout la traçabilité de chaque compte. Un exemple, si une entreprise possède un compte de service, l'exemple le plus courant serait un ordinateur qui s'occupe du stock dans un entrepôt.
Euh, Si certaines données sont altérées ou s'il se passe quelque chose, un comportement de pas normal sur cet ordinateur, on doit pouvoir être en mesure de pouvoir tracer ce qu'il s'est passé dessus. Qui a quoi, qui a fait quoi. L'exemple ne va peut-être pas être parlant pour un compte de service dans une entreprise de stockage, mais il peut y avoir des comptes de service en informatique avec des, comment dire, avec des affectations et des répercussions, je pourrais dire, qui seraient catastrophiques si jamais, du coup, il y aurait eu piratage, il y aurait eu des dégâts et qu'on ne puisse pas correctement cartographier d'où venait la menace, tracer d'où s'est faufilé le pirate et du coup, comment combler cette faille. L'identité tend à évoluer. Donc du coup, bien évidemment, je vais vous parler un petit peu de biométrie, puisque la biométrie est, comment dire, a le vent en poupe et est très prisée, très à la mode. On entend énormément de choses dessus. Je sais que du coup, ne serait-ce que dans la culture cinématographique, les gens aiment bien voir ce qui se passe un petit peu au niveau biométrique, au niveau de la sécurité. J'aimerais démystifier ça ensemble avec vous. Alors, il faut savoir que biométrie, ça veut littéralement dire mesurer un être humain. Donc, du coup, il faudrait prendre en compte des variables et des caractéristiques humaines absolument uniques qui permettraient de vous différencier de quelqu'un d'autre. Cependant, ce système d'authentification possède évidemment ses limites. C'est-à-dire que vous pouvez vieillir, vous pouvez avoir un accident, vous pouvez avoir plein de choses qui, si jamais ce n'est pas traité comme il se doit ou pas traité à temps, l'exemple de vieillir n'est pas très parlant, mais si par exemple je prends le cas de l'iris en premier cas, une iris, ça peut se percer. C'est malheureux, mais si vous avez un œil crevé et que vous vous serviez de cet œil ou de ses yeux pour entrer dans votre entreprise, bah, c'est bien malheureux. Exactement pareil pour la voix qui est susceptible de changer. L'empreinte n'est pas censée changer, mais si jamais vous perdez du coup un doigt ou si jamais vous brûlez votre paume, c'est comment dire? C'est différent, mais ça présente d'autres problématiques que la simple paire et le simple combo de mots de passe identifiants. C'est une autre manière d'authentifier un individu dans un système d'information. L'enjeu de la biométrie, c'est évidemment la sécurité et l'accessibilité. Sécurité parce que directement, on se dit qu'un humain est unique et qu'il y a même des traits des traits et des caractéristiques qui peuvent être différenciés de deux vrais jumeaux. On peut être amené à penser que la biométrie serait l'authentification innovante qui apporterait plein de choses et qui laisserait les problèmes du passé derrière nous, j'ai envie de dire. Malheureusement, l'accessibilité à ces technologies n'est pas encore répandue parce que très coûteuse, parce que problématique, problématique, moins maîtrisée que le système identifiant mot de passe, excusez-nous, qui ont été utilisés durant plusieurs décennies avant nous, donc du coup moins d'expertise. Il y a d'autres, c'est tout autant d'autres problématiques qui font que du coup ce n'est peut-être pas forcément la technologie d'avenir pour identifier un individu dans un système d'information. Vous vous doutez bien que ce n'est pas forcément régi que par la technique.
En France, il y a des lois de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, autrement dit appelée CNIL, que vous connaissez sûrement. La biométrie en France est régie par la réforme législative du 6 août 2004, qui elle-même dépend de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978, excusez-moi. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, privée ou publique, se doit de présenter une enquête qui justifierait le pas de la biométrie sur l'identité classique. C'est-à-dire que si jamais vous créez une entreprise et que vous voulez installer de la biométrie, mais que du coup, vous n'avez peut-être pas, que la paire identité mot de passe peut très bien faire le travail avec des protocoles de sécurité en plus, la CNIL ne va pas vous laisser, installer la biométrie à l'instar des bonnes vieilles méthodes, si je puis dire. J'ai parlé des limites techniques tout à l'heure. Il faut savoir que c'est pas donné à tout le monde d'avoir de la biométrie dans son entreprise. Comme je le disais avant, l'expertise n'est pas encore au rendez-vous. Et au-delà de ça, au niveau anthropologique, ça soulève des problèmes d'éthique qui, je m'explique, peut-on vraiment, sous réserve de certaines conditions, garder les caractéristiques qui font que vous êtes un être humain chez votre employeur? Cette question peut se décrier et se décomposer dans tous les sens, mais ça n'empêche que c'est une autre façon de voir l'identité qui est différente et peut-être un petit peu déshumanisante, quoi qu'on en fasse, ça dépend. Ce n'est pas vraiment l'endroit où nous voulons aller demain. La biométrie avance, il ne faut pas se voiler la face non plus. La biométrie n'est pas prête de remplacer, je dirais, la bonne vieille méthode du combo identifiant mot de passe. Mais l'identité dans un système d'information aujourd'hui se traite très bien. Il y a des vrais métiers autour de ça, il y a des vrais grands experts, il y a des vraies solutions qui permettent plusieurs référentiels de différents types. Et donc, pour l'instant, les bonnes vieilles méthodes fonctionnent, j'ai envie de dire. Et la biométrie n'est pas prête de faire son nid de sitôt. J'ai à présent fini ma présentation. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à en faire part dans le chat et je me ferai un plaisir d'y répondre.